Le discutant qui va intervenir n'est pas une femme, c'est un homme. Donc c'est Paul-Loup Veil-Dubuc. D'abord, je voudrais remercier le comité d'éthique de l'INSERM, en particulier Hervé Schneeweis et François Hirsch, de m'avoir confié cette tâche difficile de répondre à cette intervention passionnante qu'on vient d'entendre. Et aussi, je remercie le groupe Recherche et Santé pour cette note. Alors, pour ma part, je suis chercheur en éthique à l'Espace Éthique Île-de-France, où nous travaillons dans le cadre du LabEx Distal, ce qui a été évoqué ce matin, avec Emmanuel Hirsch et Philippe Amouyel, sur la question du diagnostic précoce dans le cas de la maladie d'Alzheimer, et du rôle notamment que le savoir génomique peut jouer dans ce diagnostic précoce. Autant dire que la question du déterminisme biologique et celle du réductionnisme aussi sont des questions que nous avons traitées. Et donc, bien que je ne sois pas spécialiste des questions de genre, ce sont des questions auxquelles nos réflexions font écho. Alors, je voudrais partir des définitions que vous donnez du sexe et du genre. Donc, le sexe est biologiquement déterminé. Il est le critère distinguant ce que l'on nomme en biologie les mâles et les femelles. Au contraire, le genre désigne, je cite, les processus de construction sociale et culturelle des identités féminines et masculines. Et ce que vous défendez dans votre intervention, c'est qu'au fond, sexe et genre n'existent pas séparément dans la réalité. Il n'y a pas quelque chose comme une réalité biologique à l'état chimiquement pur, et de l'autre, une réalité socialement construite à l'état chimiquement pur également, mais bien un entremêlement, un enchevêtrement entre ces deux niveaux. Et dès lors que l'on suppose donc que l'homme est un être social construit dans la société, l'individu réel est toujours le fruit d'un embodiment, comme vous l'avez dit. Alors Pierre Bourdieu, lui, parlait d'incorporation, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ce terme, c'est-à-dire de l'intégration du contexte social et culturel dans les corps. On pourrait parler aussi d'incarnation. Et je qualifierais la position de constructiviste, donc de l'incorporation du social dans le biologique, par opposition à l'essentialisme, selon lequel donc, il est possible de mettre en évidence dans la nature, dans le biologique, quelque chose comme des entités, des essences biologiques pures, qui seraient intrinsèquement féminines et masculines, et qui pourraient rendre compte ensuite de différences phénotypiques, de différences dans le comportement, de différences en termes de compétences intellectuelles. Par exemple, les femmes seraient plus intuitives, les hommes plus analytiques, comme l'exemple que vous citiez dans cette étude. Alors, je crois qu'il est important d'identifier deux raisons pour lesquelles, au fond, le biologique et le social sont intriqués, ou deux modes d'intrication du biologique et du social. Le premier mode, au fond, c'est que les normes sociales se traduisent directement dans les faits. Autrement dit, de ce point de vue, je pense que vos recherches confirment celles qu'avait menées Bourdieu, notamment sur les habitus, et plus récemment celle de Didier Fassin, sur l'incorporation de la structure sociale et ses conséquences en termes d'espérance de vie et de qualité de vie. Alors lui, il appelle ça la politisation de la santé, c'est-à-dire le fait que la structure sociale s'incorpore, et il parlait de l'exemple du saturnisme, donc cette maladie du plomb, qui touche les immigrés et donc donc leur statut social s'incorpore, se traduit dans leur corps. Alors, dans le cas des inégalités génériques, j'ai pensé à l'exemple de la pilule contraceptive. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, sans doute parce qu'on considère dans les stéréotypes que le souci de la procréation incombe davantage aux femmes qu'aux hommes. Il faudrait que les femmes soient porteuses des risques liés à la prise de la pilule, alors même qu'il existe des pilules pour les hommes. Donc voilà un premier exemple d'incorporation des inégalités. Un autre exemple en défaveur des hommes cette fois, c'est le fait que l'alcoolisme touche au plan statistique davantage les hommes que les femmes. Donc on voit bien... Oui, l'alcoolisme, oui. Et donc on voit bien ici comment les inégalités de santé sont les résultantes d'une répartition des rôles sociaux. Et on voit bien ici comment le social influe directement sur le biologique. Mais il y a un autre mode d'intrication du social et du biologique qui tient plutôt à ce que les normes sociales
détermine non pas directement seulement les corps, mais aussi l'idée que nous avons de la maladie et de la santé. Autrement dit, davantage que l'objet, le corps, la société s'introduit dans le savoir lui-même, la médicalisation étant elle-même genrée. Certaines maladies sont considérées comme masculines, c'est le cas de l'infarctus du myocarde que vous avez cité, et bien sûr cette médicalisation à géométrie variable finit aussi de façon indirecte par induire des inégalités, d'une part en raison du sous-diagnostic d'infarctus du myocarde que vous évoquez en défaveur des femmes, d'autre part parce que les individus eux-mêmes intériorisent les stéréotypes dans le rapport qu'ils entretiennent à leurs propres symptômes. Voilà, donc maintenant que j'ai essayé de cerner votre position, j'aimerais faire part de 3 observations qui sont aussi des questions et que m'inspire votre réflexion. Alors la première observation porte sur le déterminisme biologique. Je dirais qu'il y a 2 types de déterminisme biologique à distinguer, et cela me semble très important de les distinguer ici, parce qu'il me semble que les exemples que vous donnez permettent de venir à bout du premier type de déterminisme, mais pas du second type. Alors le premier type de déterminisme, on pourrait l'appeler le déterminisme absolu, le déterminisme biologique absolu. C'est l'idée selon laquelle les caractéristiques biologiques d'un individu déterminent de façon absolue, et donc indépendamment du contexte socioculturel, des traits physiques, des comportements, des aptitudes intellectuelles, ce que nous pourrions appeler l'identité d'un individu, en l'occurrence l'identité sexuelle. Et je crois que vos exemples suffisent pour montrer qu'il n'existe pas d'identité sexuelle, mais seulement une identité générique dans laquelle nous nous reconnaissons en tant qu'individu. Mais il y a un second type de déterminisme, c'est le déterminisme relatif. Et celui-là, je ne suis pas sûr que vos exemples suffisent à l'invalider. C'est l'idée selon laquelle, dans un environnement identique, les caractéristiques biologiques déterminent des identités sexuelles différenciées. Alors, supposons qu'on puisse cacher les sexes des individus depuis leur conception jusqu'à leur mort, et que nous offrions aux petites femelles humaines et aux petits mâles humains des conditions de vie exactement identiques tout au long de leur vie, alors les différences biologiques se traduiraient peut-être, et ça on ne peut pas l'invalider forcément, par des différences de comportement, des différences d'aptitude, etc. Et ce déterminisme-là, on n'a aucune raison de dire qu'il est vrai, puisqu'on ne peut pas le vérifier, mais on n'a non plus aucune raison de dire qu'il est faux. Et cela me conduit donc à ma deuxième observation, qui concerne la question très importante, à mon avis, en philosophie, du lien entre les valeurs et la science. Quand vous dites que l'idéologie joue un rôle ici dans les sciences, et vos exemples en témoignent, je suis d'accord, mais on peut se demander aussi dans quelle mesure l'anti-essentialisme, c'est-à-dire le constructivisme, n'est pas aussi à sa façon une idéologie, et si les valeurs constitutives de cette idéologie, valeurs émancipatrices auxquelles, bien sûr, j'adhère personnellement, ne doivent pas être assumées comme des valeurs. Donc, à partir du moment où on ne peut pas prouver qu'il y a un déterminisme biologique relatif ou qu'il n'y en a pas, il faut sans doute s'en tenir aux implications éthiques de ces 2 alternatives. Autrement dit, il faut peut-être quitter le terrain des faits purs, de l'objectivité, pour aller sur le terrain de la normativité, de l'éthique, en se demandant finalement ce que ces faits que l'on rapporte impliquent comme choix de société. Et donc peut-être que la meilleure stratégie, même au plan stratégique, je pense que la meilleure chose pour lutter contre l'essentialisme, porteur effectivement de discrimination et d'injustice sociale, ce n'est pas forcément de démontrer qu'il est faux, mais d'affirmer qu'il n'est pas éthique. Donc ça, c'était ma deuxième observation. La troisième observation que je voudrais faire, qui est dans un registre assez différent, c'est la question de l'égalité des chances, question très importante depuis Tocqueville au moins, et reprise par le philosophe américain John Rawls beaucoup plus récemment. Tocqueville disait dans La démocratie en Amérique qu'un trait psychologique majeur de l'individu démocratique, c'est sa passion de l'égalité. Alors, cela s'explique facilement, puisque le propre de la démocratie, c'est l'égalité des conditions, c'est-à-dire l'idée selon laquelle nous naissons libres et égaux en droit.
Dans une démocratie, les hommes s'imitent et ne supportent pas d'être moins bien lotis que les autres. Donc non seulement ils deviennent très intolérants à l'inégalité, mais aussi parce qu'ils se comparent, ils voient des inégalités, notamment au plan matériel, là où autrefois ils voyaient de simples différences. Et le processus démocratique est un processus qui transforme des différences naturelles en inégalités sociales. Et je pense que les recherches en sciences sociales et en sciences du vivant dénaturalisent également, et vont bien sûr dans ce sens, et à mon avis dans le bon sens, puisqu'elles permettent de débusquer des constructions sociales, là où on voyait avant des différences naturelles. Ceci dit, ce processus-là pose une question importante. Dans quelle mesure les différences, une fois qu'elles ont été dénaturalisées, c'est-à-dire une fois qu'on a montré qu'elles n'étaient pas naturelles, doivent être considérées comme des injustices. Alors, je me contente simplement pour répondre à cette question, et je terminerai là, d'avancer deux réponses qui ont été données par des penseurs et des penseuses féministes. Il y a d'abord la réponse du féminisme libéral de Suzanne Moller-Hawkins, dans la lignée de Rawls. Suzanne Moller-Hawkins dit, en gros, dans Justice, genre et famille, il y a injustice entre hommes et femmes quand le genre devient un facteur de discrimination sociale. Autrement dit, quand le genre contraint le plan de vie, au sens de Rawls, d'un individu, c'est-à-dire réduit le champ des perspectives qu'il peut envisager. D'où les mesures politiques qu'elle prône, la rémunération du temps de travail domestique des femmes, l'égalisation des salaires, etc. Autrement dit, la différenciation culturelle entre hommes et femmes ne commence à poser problème que lorsqu'elle fait obstacle à l'égalité des chances entre hommes et femmes. Et donc, à mon avis, les propositions que vous faites d'éviter la discrimination à l'entrée dans les essais cliniques, l'idée aussi que le savoir médical doive s'auto-questionner et remettre en question les stéréotypes implicites qu'il contient, qui le traversent, tout cela va dans le sens que prônait Suzanne Moller-Hawkins. Il y a une autre réponse, c'est celle de Judith Butler dans un ouvrage qui s'intitule « Défaire le genre ». Judith Butler a une réponse très différente à la question, beaucoup plus radicale en un sens que celle de Hawkins, puisque Butler défend le point de vue selon lequel c'est l'identité générique en elle-même qui doit être subvertie et sans cesse défaite, d'où son titre « Défaire le genre ». Voilà, j'en ai terminé pour les quelques remarques que je voulais vous proposer et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci pour votre lecture de notre note. Alors, je ne sais pas si vous avez lu l'annexe parce qu'il y a certaines réponses à vos questions. Et effectivement, le point le plus important, c'est de savoir si on doit rester dans des catégories duales de déterminisme biologique et d'essentialisme d'un côté et de constructivisme de l'autre, ce qui me semble être un serpent qui se mord la queue et qui ne nous permet pas d'avancer. Et c'est précisément pourquoi dans cette note, nous avons séparé l'approche de la gendered medicine, qui est une approche plutôt anglo-saxonne, anglo-américaine, disons, qui vise à faire la séparation entre maladie des femmes, ce qui est déjà un présupposé sur le fait qu'il y ait une détermination biologique première, et non pas relative mais absolue, et puis une approche qui est plutôt une approche de réflexion plus globale, de biopolitique du genre, c'est-à-dire qu'est-ce que la perspective de genre, et quand vous demandez aux citoyens lambda qu'est-ce que le genre, alors soit il va vous donner une réponse grammaticale, soit il va vous donner un truc, c'est les féministes, et donc c'est pas intéressant. Donc nous, ce qui était le plus important pour nous, c'était de définir l'impact du genre pour la recherche. On n'est pas entré dans les débats, ça j'ai écrit d'autres textes à ce propos, je peux vous les envoyer si vous voulez, mais le débat entre Suzanne Hawkins, qui est effectivement dans la perspective rawlsienne de la neutralité sexuelle et qui
se pose sur la question de la parité, ce qui est le choix d'un certain féminisme français que moi je ne partage pas, parce que précisément il masque les enjeux au lieu de les aborder. Et puis une position que vous avez qualifiée de plus radicale, mais que je ne trouve pas plus radicale, que je trouve simplement plus cohérente au niveau épistémologique, c'est celle de Judith Butler, qui nous montre que mais finalement, le genre vient avant quoi que ce soit. On est d'abord interpellé comme homme-femme dès la naissance. Et les exemples qu'elle prend dans Défaire le genre, c'est quand un chirurgien est face à un enfant dont on ne sait pas déterminer le sexe à la naissance, il va lui déterminer. Et c'est ce choix, ce pouvoir, savoir du médecin qui est mis en question dans la perspective de genre. Parce que la question plus fondamentale que ça pose, c'est est-ce que la science peut déterminer les questions de société comme l'a fait l'Église pendant si longtemps? Est-ce qu'elle ne doit pas justement être dans une perspective interdisciplinaire, avec les sciences sociales, avec l'anthropologie, etc., pour se dire, quand ça dépasse la connaissance scientifique, quand ça aborde des questions qui sont des questions citoyennes, comment ouvrir, inclure un maximum d'acteurs pour prendre des décisions qui sont des décisions biopolitiques. Voilà ce qu'on a essayé de dire autour de l'importance du genre dans la recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, bien sûr. Voilà. Bien sûr.